Bonjour à tous. Cette conférence a été organisée à votre demande. À votre demande parce que, en parlant avec vos représentants, étudiants, je me suis aperçu que vous n'aviez qu'une idée assez vague des personnalités scientifiques et médicales du corps enseignant de la faculté. Donc, quand j'ai dit, mais vous connaissez des gens comme... alors, bien sûr, il y en a qui connaissent parce qu'il est chef de service et que... Vous connaissez Alain Fischer, vous voyez ce qu'il a fait, Alain Fischer? Oh, Fischer, Arnold Munich, vous voyez qui est, bon. Et donc, je me suis dit que c'était dommage, dans une faculté où un certain nombre d'enseignants, chercheurs et de chercheurs font partie des meilleurs du monde, que vous ne le sachiez pas et que vous ne sachiez pas ce qu'ils font. Donc nous avons à plusieurs décidé de débuter ce cycle qui a été appelé « Nos médecins-chercheurs partage d'expérience » où on inviterait, je vous rassure, hein, c'est pas toutes les semaines, ça sera 3 cette année, des personnalités scientifiques et médicales pour vous dire qui ils sont, comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils font. Et puis de temps en temps, vous savez, les vocations, ce sont des rencontres. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc cette rencontre pourrait être à l'origine, le cas échéant, de vocation. Alors pour cette première conférence inaugurale de la série, à tout seigneur, tout honneur, nous avons demandé à Alain Fischer de partager ce moment. Alain Fischer, vous le connaissez pour certains, il est pédiatre, immunologiste et pédiatre, et il a dirigé pendant un long moment le service d'immunologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades. Depuis, il lui est arrivé quelques petites choses en plus. Il est directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine, qu'on appelle aussi la Fondation Imagine, qui est un ensemble de soins et de recherche dédiés aux maladies génétiques sur le site de Necker. Comme il avait mal travaillé en classe, il est professeur au Collège de France. Et puis, ce qui n'est pas marqué parce que sa modestie en souffrirait probablement, c'est que c'est à la fois un remarquable médecin. Ce n'est pas donné à tous les chercheurs. Un chercheur, ça c'est facile de savoir si on est bon ou si on n'est pas bon. Et encore, il suffit d'aller sur des outils qu'on a tous à disposition, PubMed, et puis on sait ce que les gens ont publié ou pas. Ce qu'on ne dit pas dans PubMed ou pas comme ça, c'est qu'il est l'auteur, entouré bien entendu de ses équipes, mais l'inspirateur et l'organisateur du premier essai réussi de thérapie génique au monde. Voilà. Je vais arrêter là. Et je vais lui donner la parole en le remerciant bien sûr énormément d'avoir accepté cette rencontre. Et puis juste pour finir, je voulais vous dire que notre prochaine rencontre, dans un registre totalement différent, aura lieu le 19 janvier. Et ça sera Philippe Raveau qui partagera une vision vraiment décoiffante et nouvelle de ce qu'est la recherche clinique au XXIe siècle, qui viendra vous parler. Alain, merci 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. Et à toi. Merci Gérard de cette présentation. Merci de l'invitation. Vous m'entendez? Au fond, ça va? Ok, très bien. Donc je vais essayer de me prêter au jeu qui m'a été suggéré concernant mes activités médicales et de recherche. Vous allez voir que je vais quand même faire quelques détours parce que je ne peux pas m'en empêcher. Juste, Gérard Friedlander a parlé de l'Institut des maladies génétiques, donc je fais de la pub. Si vous avez envie de venir travailler, faire un peu de recherche ou d'ailleurs aussi avoir une activité de soins comme externe,
dans un lieu vraiment superbe. C'est le bâtiment qui est sur la droite de cette diapositive. C'est une photo qui est prise de l'intérieur de Necker. À gauche, vous avez le mur d'un immeuble qui n'est pas Necker, mais sur lequel il y avait une sculpture en néon qui a été posée récemment, qui est assez sympa. Et devant vous, et sur la droite qu'on ne voit pas, il y a le bâtiment qui vaut la peine d'une visite, et encore mieux d'y travailler. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Alors après avoir fait cet appel à proposition, je vais attaquer 200 ans en arrière. Il y a un célèbre mathématicien qui s'appelle M. Laplace, il est un éminent mathématicien. Il n'a pas été que mathématicien. Entre autres, il s'est amusé à un moment de réformer l'Académie des sciences. Bon, en soi, on s'en fiche un peu. Sauf qu'il a dit la chose suivante, en 1820 à peu près. Je ne mets pas les médecins à l'Académie des sciences parce qu'ils sont des savants. Il n'a pas une très bonne opinion de nous. Mais pour qu'ils soient avec des savants. C'est difficile d'être plus dur avec les médecins. J'espère que plus personne ne dit ça aujourd'hui. Mais il n'avait pas forcément tort. Si on prend le principal indice d'évaluation de la santé, l'espérance de vie, il y en a d'autres, mais ce n'est pas si mal. Et si on regarde l'évolution pour ce qu'on en connaît, l'évolution de l'espérance de vie au cours des siècles, jusqu'à 1800-1820, à la période où vivait Laplace, comme vous voyez, la courbe est à peu près plate. Autrement dit, la médecine de Molière et toutes les autres médecines qui ont précédé le 19e siècle servaient à peu près à rien. Il faut avoir ça en tête. Évidemment, ceci est lié en premier lieu à une mortalité infantile extraordinaire. 50% des enfants mouraient avant d'arriver à l'âge adulte. Une mortalité périnatale énorme. Donc pathologie infectieuse en premier lieu, mais pas uniquement. Donc Laplace n'avait peut-être pas complètement tort. Et peut-être qu'il n'a pas eu tort non plus de placer des médecins à côté des savants, parce que cela a incité des biologistes et des médecins à réfléchir sur la question comment progresser dans le domaine de la santé. Et à vrai dire, les choses, comme vous le savez très bien, ont progressé, puisqu'entre 1820 et aujourd'hui, en près de 200 ans, il y a un accroissement à peu près linéaire de l'espérance de vie. Cette courbe-là correspond à ce qui se passe dans les pays développés, mais même dans les pays moins favorisés, l'espérance de vie progresse. Et comment expliquer cette évolution? Toute une série de facteurs. Beaucoup n'ont rien à voir avec la médecine, mais certains ont à voir avec la médecine et certains ont à voir avec les progrès de la science. Schématiquement, une vision évidemment très réductrice de la réalité, de tout temps de la vie des hommes, ils se sont intéressés à essayer de soigner. On a des traces, comme vous le savez, de trépanation chez des personnes qui vivaient il y a 10-20 000 ans. Chez l'homme de Cro-Magnon, il y avait déjà une chirurgie relativement efficace dans quelques cas. Mais d'une vision extrêmement empirique de la médecine, les choses ont changé radicalement. Je dirais une première révolution, à mon avis, il y en a 3 révolutions, vous n'êtes pas obligé de me suivre. La première, ça se passe au milieu du 19e siècle, et c'est l'invention de l'expérimentation, autrement dit, d'une démarche scientifique qui peut secondairement bénéficier à la médecine. Et ce point-là, à mon avis, un tout petit peu d'histoire, repose, ce n'est pas exclusif, sur 6 personnes qui ont joué, à mon sens, un rôle majeur. De façon intéressante, ces personnes ont chacun apporté des concepts et des informations d'intérêt majeur, mais entre elles, ces personnes se parlaient peu, se sont soit totalement méconnues, soit se sont combattues. C'est-à-dire qu'elles avaient la vision de ce qui les intéressait, ce qu'ils connaissaient, mais pas des autres. Schématiquement, je n'ai pas le temps de m'étendre, et vous pouvez lire abondamment sur le rôle de ces personnes éminentes. Darwin, chacun connaît Darwin et la théorie de l'évolution, c'est évidemment un paradigme absolument majeur de la biologie, et qu'il faut avoir en tête le fait que lorsqu'il a défini la théorie de l'évolution à travers l'étude anatomique de nombreuses espèces, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était le support de l'hérédité, donc de ce qu'est aujourd'hui la génétique moderne et l'ADN. Et sur le même plan, on peut dire la même chose en dessous de lui pour Gregor Mendel, qui était un moine tchèque, qui vivait près de Brno, et qui a, à travers l'étude de la transmission de l'hérédité de caractère des petits pois, du maïs, etc., je vous ramène à vos cours de sciences nat ou du lycée ou même en début de médecine, a défini les théories de l'hérédité qui sont absolument justes et qui, encore une fois, là aussi, l'ont été en l'absence de tout support biologique. Mais ils ont donc 2 personnes clés, notamment dans mon domaine, autour de la génétique. Claude Bernard, qui n'a pas été un grand innovateur en termes expérimental, mais il a conceptuellement défini la physiologie, le milieu intérieur et la notion d'approche expérimentale rigoureuse. En dessous de lui, quelqu'un qui est moins connu, en tous les cas en France, qui est un Allemand, qui est un anatomopathologiste et par ailleurs un grand monsieur avec une immense culture qui vivait à Berlin et qui a été le premier qui probablement a conçu que la cellule était un élément essentiel de la vie
Il a dit un jour dans latin omnis cellula et cellula, c'est à peu près le seul mot de latin que je connaisse, mais bien que j'ai fait du latin au lycée, mais pas de façon brillante. Mais M. Virchow est le premier biologiste cellulaire. De façon qui n'est pas anecdotique, Claude Bernard n'avait aucune espèce de foi dans les écrits de Virchow. Alors par ailleurs, il y avait l'antagoniste franco-allemand qui n'aidait pas, mais c'est intéressant de voir ce genre de choses. Et à droite, les deux grands messieurs de la théorie microbienne, qui n'est évidemment pas qu'une théorie, qui est une réalité, Pasteur en France et Koch en Allemagne, qui se sont battus entre eux d'une façon absolument épouvantable, mais qui tous les deux, évidemment, ont été déterminants dans la compréhension du rôle des microbes au sens large dans les nombreuses pathologies infectieuses, celles qui tuaient le plus à l'époque, je vous le rappelle. Et donc, ce sont des éléments moteurs. Néanmoins, si on reprend cette courbe de l'évolution de l'espérance de vie, certes, ces progrès scientifiques ont été intéressants, mais ils n'ont pas été intéressants immédiatement. De façon absolument marginale, les activités de ces 6 chercheurs ont contribué à améliorer l'espérance de vie au XIXe siècle. Ce qui a contribué à améliorer l'espérance de vie au XIXe, au début du XXe, c'est les progrès des conditions de vie qui ont permis, même sans éventuellement pas comprendre pourquoi, d'améliorer considérablement l'hygiène, donc de réduire les risques de maladies infectieuses. Et puis a commencé la médecine, les vaccinations. Donc évidemment, on doit beaucoup à Pasteur, mais les développements sont plutôt au XXe siècle. Et puis le début d'une médecine que vous connaissez, les antibiotiques, et ensuite d'autres classes de médicaments qui ont joué un rôle absolument majeur, et les choses continuent, comme vous le savez. Donc la médecine entre en jeu, mais une médecine qui est définie, je vais revenir en arrière dans un instant, excusez-moi, qui change de vision à nouveau. On a vu deuxième révolution, c'est à peu près les années 1970, donc 120 ans plus tard, qui est la capacité, évidemment je suis forcément schématique, d'appréhender les processus biologiques, donc les processus physiologiques et pathologiques chez l'homme, sous les formes de molécules, que ce soit les molécules support de l'hérédité, les acides nucléiques, ou les molécules support de toutes les grandes fonctions biologiques, les protéines, les lipides, les sucres, etc. Et donc d'avoir une définition moléculaire, de voie moléculaire autour de la pathologie. Et ça, c'est une révolution absolument fondamentale, même si elle s'accompagne d'autres éléments que vous connaissez, l'épidémiologie qui joue un rôle majeur, et je pense qu'avec Ravo, vous en entendrez parler bien mieux que moi dans quelques temps, l'imagerie et d'autres événements, et qui permet, à partir des années 70, d'envisager de poser des questions médicales d'une façon, entre guillemets, scientifique et réductionniste, ça veut dire de poser la question autour de... Et évidemment, c'est très simplificateur, mais parfois utile, je vais essayer de vous le montrer. Derrière une maladie peut se cacher peut-être une molécule, ce qui est une vision très naïve des choses, mais qui s'avère être exacte, et je vais en parler à propos de l'immunologie, mais je reviens un instant en arrière. Sur la vaccination, je ne peux pas résister à vous montrer cette image. Je vous conseille d'aller voir le lieu où vous pouvez la trouver, qui est la maison où a vécu M. Jenner. Jenner, donc c'est ce Britannique qui, le premier, a vacciné contre la variole avec la vaccine, d'où le nom de vaccination. Et il l'a fait à partir d'une vision empirique des choses, en observant que les garçons qui s'occupaient des vaches dans les fermes ne développaient pas la variole, donc cette maladie infectieuse terrible, s'ils étaient en contact de vaches qui elles-mêmes étaient infectées par un virus qui donnait une lésion. Ils ne savaient pas qu'il y avait un virus, naturellement, mais des lésions croûteuses d'épis qui ressemblaient à la variole, mais qui est une forme atténuée de variole, qui est la vaccine, et donc qui pouvaient, en inoculant au niveau de la peau les extraits noirâtres d'épis des vaches, protéger, de la même façon que l'étaient spontanément les garçons de ferme, d'autres personnes. Il n'avait aucune idée des mécanismes, mais c'est la première vaccination efficace. Et ça date de 1796. Encore une fois, allez voir cette maison à Bristol, près de Bristol, en Grande-Bretagne, si vous avez l'occasion. C'est extrêmement instructif. Et ce qui est très instructif, c'est la réaction sociétale à cette vaccination, qui est imaginée, je vais vous le dire dans un instant, comment sur cette gravure. Mais cette gravure ressemble à des articles que vous pouvez lire aujourd'hui dans la presse, malheureusement, 215 ans plus tard. Ce que vous voyez peut-être sur ce schéma, ce dessin plutôt, cette gravure, Monsieur Jenner, il est là, avec sa veste brune. Ah, voilà, il est là. Et ici, il y a des gens qui attendent et qui vont attendre à être vaccinés. En fait, on leur fait boire un breuvage, c'est pas exactement ça, mais ça. Et à droite sont les personnes qui ont été vaccinées. Et comme vous voyez, sur la tête des personnes qui ont été vaccinées apparaissent des cornes, comme vous pouvez voir pour cette personne, ou des aspects monstrueux. Donc, comme ils ont eu des extraits provenant de vaches ou du bétail, les caricatures de l'époque indiquaient « Ne vous faites pas vacciner, ce produit est dangereux, il va vous transformer en un être monstrueux ». Évidemment, c'est ridicule, mais ce n'est pas beaucoup plus ridicule que certains articles de la presse des médias, parfois de médias relativement sophistiqués,
qui s'attaquent aujourd'hui à certains types de vaccinations en France. C'est le cas récemment pour la vaccination contre le papillomavirus. En Grande-Bretagne, où on a accusé à tort, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ou 30 ans, la vaccination contre la rougeole et le rubéole de provoquer l'autisme. Ou encore, en France à nouveau, il y a 20 ans, on a accusé la vaccination contre l'hépatite B de provoquer la sclérose en plaques. C'est le même type de réaction irrationnelle qui ont existé au début de la vaccination et qui malheureusement se poursuivent 200 et quelques années plus tard, ce qui pose quelques questions sur la compréhension et l'appréhension des démarches médicales dans une société, mais c'est un autre sujet dont je ne vous parlerai pas ce soir. Donc si on revient à la vaccination et à l'immunologie, début empirique, sans comprendre d'aucune façon les mécanismes. Après Jenner est apparu Pasteur, la rage, chacun évidemment sait cela, ça date de 1881. Et ceci est le point de départ de l'immunologie moderne. Pardon, il faut que j'arrive à ma bonne diapo. Je suis en train d'aller en arrière, donc ça ne va pas du tout. Voilà. Début de l'immunologie moderne, puisqu'ensuite je vais vous parler un peu d'immunologie. Il y a deux grandes personnes, une à Paris et une à Berlin. C'est dans la suite logique de Pasteur et Koch. Metchnikov, qui est un savant qui vient de Russie et qui découvre les phénomènes de la phagocytose et les premières images de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunité cellulaire, donc qui est liée à des cellules qui phagocytent des microbes, mais aussi à des lymphocytes, les globules blancs. Et Paul Ehrlich, qui travaille à Berlin et qui comprend qu'il y a des facteurs sécrétés par des cellules qui protègent contre des infections. Donc c'est le point de départ de deux axes absolument majeurs de l'immunologie que ces deux grands savants ont identifiés au début du XXe siècle. OK. Donc à partir de là, on peut se poser la question, et surtout dans le contexte qui suit les années 70, où on commence à appréhender les phénomènes biologiques à l'échelle moléculaire, on peut raisonner en mécanisme, en voie biologique. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur le système immunitaire? C'est ce qui m'a intéressé, je vais vous dire dans quelles circonstances quand j'ai été à votre place. D'ailleurs, j'ai été dans cet amphithéâtre il y a quelques années, un certain nombre d'années, écouter des enseignants de temps en temps. Et l'immunologie est une science intéressante parce qu'elle concerne des domaines assez importants de la médecine et de la santé en général, que sont les maladies infectieuses. Est-ce qu'on se protège ou pas contre telle ou telle infection? On revient à la question de la vaccination. Les maladies allergiques, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes et dans certains cas les cancers. Donc c'est pas mal. À travers l'immunologie, on peut s'intéresser à une série de problèmes qui concernent un grand nombre de patients. Mais cette affaire est compliquée. Et on peut raisonner avec un éléphant, mais on va voir ensuite que c'est vrai également pour l'homme. Si vous prenez un éléphant, il a d'une part une grande surface corporelle, cutanée, en contact avec le milieu extérieur, et il a un certain nombre d'organes internes qui sont en contact en fait avec le milieu extérieur, que sont les voies respiratoires, et que sont aussi l'arbre digestif, donc qui communiquent avec le milieu extérieur, donc dans lequel sont susceptibles d'être présents des microbes. Et de fait, c'est juste, alors on va parler de l'homme quand même un tout petit peu, et on sait aujourd'hui que sur les 2 mètres carrés de peau, schématiquement, c'est un peu moins, mais peu importe, d'un adulte, et combiné aux 130 mètres carrés que représente l'arbre respiratoire, et aux 300 mètres carrés, excusez-moi, aux 300 mètres carrés que constitue l'ensemble de l'intestin, qui est replié d'une façon absolument extraordinaire, vivent habituellement en symbiose, c'est-à-dire en bonne intelligence avec nous, une quantité absolument faramineuse de micro-organismes, au minimum 10 puissance 14 bactéries, ça veut dire 10 fois plus que de cellules que nous avons dans notre corps. C'est-à-dire comme dit un collègue éminent microbiologiste à Pasteur, Philippe Sansonetti, qui est un spécialiste de ces questions, nous sommes en fait les parasites de nos microbes. Ouais, c'est pas absolument faux. Et il y a encore plus de virus, au minimum 10 puissance 15, il y en a même dans le sang qui circulent. Et nous vivons en très bonne intelligence avec tous ces microbes. Et non seulement nous vivons en bonne intelligence, mais ils sont utiles à notre santé. Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais il y a un secteur très important en plein développement de recherche en microbiologie, en immunologie, mais qui concerne aussi le métabolisme et peut-être aussi les neurosciences. C'est les influences réciproques entre les microbes, notamment de l'intestin, et notre organisme, et donc évidemment, entre autres, notre système immunitaire. Donc une question sous-jacente à cette observation, c'est de quelle façon se fait-il que notre système immunitaire, qui était développé dans l'évolution pour éviter de mourir de telle ou telle infection grave, accepte et vit en bonne intelligence avec des quantités faramineuses de micro-organismes qui sont dans notre corps. Si on pose la question ainsi, évidemment, immédiatement vient la question des dérèglements possibles, la pathologie inhérente au fait que ce contrôle ne se fait pas normalement, mais immédiatement on perçoit l'extrême complexité d'une approche de ces questions.
Au passage, si on revient un instant à notre brave éléphant, les plus gros éléphants, 7 tonnes, ils ont ce problème multiplié par 100. Mais sur le plan fondamental, c'est le même problème que le nôtre, bien naturellement. Donc une façon de s'en sortir, évidemment, je suis un tout petit peu opportuniste en vous disant cela, c'est de s'attaquer aux maladies les plus simples. Les maladies les plus simples, elles sont rares, mais il y en a un grand paquet. On en énumère au moins 9000 aujourd'hui. Ce sont les maladies héréditaires monogéniques. Donc des maladies dont les symptômes sont la conséquence des mutations d'un gène. Donc on ne peut pas faire plus simple en médecine, puisque pour une fois, contrairement à ce qui est le cas pour la totalité des maladies courantes, on a des pathologies dont le déterminisme, en première approximation, est extrêmement simple, il est lié à la mutation d'un gène. Okay. Il y a un très grand nombre de ces maladies qui touchent naturellement tous les secteurs de la biologie, tous les organes. Et il y en a environ 250, par exemple, aujourd'hui, en attendant d'en décrire d'autres, qui concernent le système immunitaire. Donc l'étude de ces maladies rares, mais simples, schématiquement, apporte des informations considérables à la fois sur la physiologie et la pathologie. Et c'est ça que j'ai essayé de vous raconter. Donc c'est une façon d'aborder des questions en premier, qui sont dans un second temps évidemment beaucoup plus complexes. Pour ce qui me concerne, les choses ont commencé, c'est bien ça, dans les années 75, quand j'étais jeune interne en médecine, où j'ai travaillé dans le service du monsieur qui est photographié ici, dont il y a le nom, qui s'appelle Claude Grisselli, qui est à l'hôpital des enfants malades, et qui, au retour d'un stage aux États-Unis, un travail de recherche aux États-Unis, a eu l'intuition de penser que de jeunes enfants qui souffraient d'infections graves, qui en mouraient très souvent, qui étaient atteints de pathologies qu'on appelait déjà déficit immunitaire héréditaire, que l'étude de ces maladies devait justement, si on savait qu'elles étaient héréditaires, donc probablement avec une génétique mendélienne monogénique, avait une chance de nous apporter des informations sur ce système immunitaire, et peut-être qu'en étudiant ces maladies, on le comprendrait mieux et on traiterait mieux les maladies. J'étais absolument séduit par cette vision des choses. En plus, il se trouve que ce grand pédiatre a toujours, il est en vie, il est encore un peu actif, avait aussi une vision très humaine de la médecine de l'enfant, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui est assez intéressante. Donc ce qu'on faisait à l'époque, c'est sur cette diapositive absolument cruelle, pour lui, un peu encore plus pour moi, si vous voyez, c'est le fait que des enfants qui avaient des déficiences extrêmement sévères du système immunitaire, en fait qui avaient une absence de lymphocytes, pour dire les choses simplement, on les isolait dans des bulles stériles, ce qu'on continue à faire encore un tout petit peu, mais de moins en moins. Vous voyez un enfant dans sa bulle qui est très heureux parce qu'il va sortir de sa bulle. Cette photo a été prise le jour où il est sorti de sa bulle, après avoir reçu une nouvelle thérapeutique de ces maladies pour l'époque, qui était une greffe de moelle osseuse. Donc ce jour-là, ça se passe quelque part dans les années 75, tout le monde est content. Le professeur Claude Grisselli, l'interne Alain Fischer avec ses cheveux longs de l'époque, il est un tout petit peu plus jeune qu'aujourd'hui, mais c'est juste, ça symbolise pour moi, à ce moment-là, il y avait la perception qu'il y avait certes des maladies rares, extrêmement graves, terribles pour les enfants qui étaient atteints, mais des maladies dont on pouvait présupposer qu'une approche scientifique des événements pathologiques allait contribuer à les comprendre et peut-être allait contribuer à comprendre d'une manière générale le fonctionnement du système immunitaire. Ça a été en tous les cas absolument ma démarche quand j'étais interne en pédiatrie et que j'ai été dans ce service. Et de fait, j'ai pensé que pour pouvoir poursuivre cette démarche, il fallait évidemment entreprendre par définition une formation scientifique. Et j'ai été compléter ma formation en Grande-Bretagne, à Londres, à University College, avec deux grands scientifiques qui sont indiqués ici, Peter Beverley et Mark Feldman. Monsieur Feldman, par ailleurs, il a eu récemment le prix Lasker, parce que c'est lui qui a introduit le traitement des polyarthrites rhumatoïdes avec les anticorps anti-TNF, ce qui n'est pas un petit résultat en termes de progrès de la médecine rhumatologique. Mais ce que j'ai fait avec eux, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour illustrer les choses. Moi, j'ai étudié comment des lymphocytes T pouvaient aider des lymphocytes B à produire des anticorps, ce qui pour l'époque n'était pas trop mal, même si ce papier qui est indiqué là est en partie faux. Mais ça, c'est absolument ce qui se passe en science. C'est-à-dire qu'on fait des expériences, on interprète des résultats et on se trompe en partie et on reprend et on chemine petit à petit avec des progrès et des reculs. Et c'est un très bon papier, publié dans une magnifique revue, Nature, mais il est à 50% faux. Mais ça ne fait rien, j'assume parce que les données sont honnêtes, mais l'interprétation est fausse, c'est juste pour vous. Il ne faut pas imaginer les progrès de la science de façon linéaire. Donc même s'il y a des choses fausses dans ce papier, ça a été pour moi une expérience extraordinaire de formation à l'esprit et de rigueur scientifique, donc de réfléchir de façon objective à des situations, aussi complexes qu'elles soient. Et je pense que de temps en temps, cette formation, comme on appelle parfois par la recherche, n'est pas un mauvais complément
à la formation médicale pour être ensuite un médecin praticien, même si on oublie un instant la recherche. Et avec tout ça, donc, je me suis attaqué avec d'autres, vous verrez leurs photos tout à l'heure, à ces pathologies donc, qu'on appelle, qui sont rares, déficit immunitaire héréditaire, 1 sur 4000 naissances, en ordre de grandeur, vous voyez, ce sont des maladies rares, mais très nombreuses, plus de 250 aujourd'hui, donc on connaît des mutations de plus de 250 gènes qui provoquent ces pathologies, et donc qui permettent de façon assez simple, puisqu'encore une fois on a ce déterminisme lié à une mutation d'un seul gène, d'étudier telle ou telle fonction du système immunitaire. Et je vais vous montrer quelques exemples brefs de travaux que nous avons menés au cours des années, dans 3 domaines. Identifier des éléments moléculaires clés du système immunitaire, comprendre les mécanismes de contrôle des infections, je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous parler de compréhension des mécanismes de prévention d'inflammation et d'auto-immunité à travers ce type de maladie, et puis de débouchés thérapeutiques. Premier point, identifier des éléments moléculaires du système immunitaire. Le petit schéma qui est là, c'est juste pour illustrer. Il indique des tas de maladies dans un schéma de différenciation des lymphocytes T, peu importe. L'exemple que je vais vous montrer concerne les immunoglobulines. Vous savez que nos lymphocytes B, qui sont produits dans la moelle osseuse, produisent des anticorps. Les anticorps ont comme support moléculaire des immunoglobulines. Nous avons plusieurs isotypes d'immunoglobulines, les IgM, les IgA, les IgG, les IgE, qui ont des fonctions biologiques différentes, qui ne sont pas produits dans les mêmes tissus. Je passe. Le point important pour l'élément que je vais vous indiquer ici, c'est qu'à partir d'une immunoglobuline primitive, qui est en règle une IgM, d'isotype IgM, que produit un lymphocyte B, un plasmocyte, ce lymphocyte B, dans un second temps, peut modifier les gènes qui codent pour les immunoglobulines pour transformer son IgM en IgG, en IgA, en IgE, avec la même spécificité, la même reconnaissance d'antigènes, mais donc en changeant de fonction biologique. Et ce changement de fonction biologique, il a un terme savant qui est la commutation isotypique des immunoglobulines. Vous pouvez oublier au moins pour l'instant, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra l'apprendre quand même. Ce n'est pas totalement sans importance en immunologie, comme vous allez voir dans un instant. Ce phénomène peut être pathologiquement bloqué par une maladie génétique qui fait qu'on n'a pas de production, des enfants naissent sans la capacité de produire des IgG, des IgA, des IgE. Aujourd'hui, on sait que ce processus qui permet de changer de ce qu'on appelle de la chaîne lourde, de gènes qui codent pour la chaîne lourde d'immunoglobulines, repose sur un mécanisme de réarrangement des gènes, donc de remaniement de l'ADN. Il n'y a que les lymphocytes qui savent faire ça. C'est assez dangereux par ailleurs, parce qu'on peut, si ça se fait de façon erronée, cela peut induire un processus cancéreux. Mais vous avez ici des éléments de gènes sur un fragment du chromosome qui se trouve être le chromosome 14, mais peu importe. Et lorsque une IgM, une cellule qui produisait des IgM, comme c'est marqué là, va ensuite produire des IgA, comme c'est marqué là, le morceau d'ADN qui est situé entre la partie ici, C-mu, qui code pour la partie constante de l'IgM, et C-alpha qui est ici, tout le morceau au milieu va sauter. C'est une boucle d'ADN qui est excisée, et le gène final, il est en bas là. Donc vous imaginez que c'est un processus assez complexe, qui est finement régulé. Et en fait, ce qui a été fait au labo, ça a été fait par essentiellement les 2 personnes, vous avez la photo en bas, Anne Durandi et Patrick Revy, à partir de patients qui avaient une maladie génétique où ce phénomène est bloqué. Donc les lymphocytes B de ces patients produisent des IgM, mais aucune autre classe d'immunoglobulines. Par analyse génétique, ils ont été capables d'identifier le gène qui était muté et en partie de comprendre la fonction de ce gène. Ce gène, il code pour une protéine qui s'appelle AID. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça veut dire Activation Induced Deaminase. C'est une protéine très intéressante qui agit sur l'ADN, modifie l'ADN, va créer des lésions et en fait génère ce qui est ici, là, marqué en petit, à gauche, ici, et à droite, ici, des cassures de l'ADN. Donc il faut générer à un endroit très précis des cassures de l'ADN pour que ce processus se produise. Et donc les patients qui n'ont pas d'AID, excusez-moi, j'ai été trop loin, ont ce processus bloqué. Et donc cette observation a joué un rôle assez important dans la physiologie, la compréhension de ce processus qui diversifie les réponses des lymphocytes B, qui se passe incidemment dans les organes lymphoïdes secondaires, dans des régions anatomiquement déterminées que vous voyez là, qu'on appelle des centres germinatifs. Donc voilà un premier exemple, un travail qui a été fait à peu près dans les années 2000. Un autre qui concerne les lymphocytes tueurs. Vous savez que parmi nos lymphocytes T en particulier, il y a des lymphocytes qui sont capables de tuer d'autres cellules. Et cette fonction, on le sait aujourd'hui, joue un rôle assez important dans l'immunité contre des virus, également dans l'immunité antitumorale. Ça marche parce qu'un lymphocyte tueur, vous avez évidemment avec des couleurs artificielles liées à l'immunofluorescence. Vous avez ici à gauche sur cette image un lymphocyte tueur. En rouge, c'est un marquage d'une molécule membranaire. En bleu, c'est un noyau. C'est le noyau. Et ça, c'est le noyau de la cellule qui va passer un mauvais quart d'heure dans les minutes qui suivent. Parce que ce lymphocyte T contient ces petites boules vertes. Et les petites boules vertes
En fait, ce sont des petits lysosomes qui vont être sécrétés et qui contiennent des protéines hautement toxiques et qui vont tuer la cellule cible. Donc ça se passe comme c'est indiqué dans le schéma ici. Le lymphocyte tueur reconnaît des antigènes à la surface des cellules cibles, je n'entre pas dans les détails. Il y a une organisation anatomique très précise de la zone de contact entre la cellule tueuse et la cellule cible. On appelle ça une synapse immunologique. Les immunologistes aiment bien se comparer aux scientifiques des neurosciences, parce que c'est évidemment les neurosciences, c'est le top. Donc on essaye de faire aussi bien, même si c'est plus difficile. Et donc en pratique, après il y a une réorganisation de la cellule. Les petites boules rouges, donc c'est l'équivalent des vertes ici, elles migrent dans la zone de contact et certaines de ces boules rouges vont rentrer en contact, vont pénétrer dans la cellule cible et la cellule cible va mourir. Ça prend 20 minutes ce phénomène. Et la cellule peut recommencer cette affaire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il existe à nouveau, c'est le même principe, un ensemble de maladies héréditaires où ce processus ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les lymphocytes tueurs ne tuent pas. Ils sont présents, mais ils ne savent pas tuer. Et quelqu'un au laboratoire, qui s'appelle Geneviève de Saint-Basile, et avec l'aide d'un autre chercheur qui s'appelle Gaël Ménaché, ont complètement démembré ces maladies génétiques et identifié, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à chaque fois vous voyez un nom barbare en rouge ici, liste, perforine, RAM27A, etc., ou identifier un gène qui code pour une protéine qui joue un rôle très important dans le phénomène qui permet à ces granules, une fois qu'ils ont été formés, biogenèse, de migrer, de se polariser à la surface. Vous avez ici une image de granules, incidemment, avec des couleurs artificielles en microscopie électronique, de migrer vers la membrane, la zone de contact, et faire que leur membrane fusionne avec la membrane de la cellule et libère leur contenu et qui vont tuer les cellules cibles. Et donc c'est l'étude de toute une série de maladies qui a compris très précisément, ou à peu près précisément aujourd'hui, d'analyser ce phénomène de cytotoxicité. Et incidemment, on s'est aperçu que ce système était très parallèle du phénomène qui permet la fusion des granules qui contiennent les neuromédiateurs au niveau des synapses neurologiques. Donc il y a une analogie assez intéressante entre le comportement de cellules du système immunitaire et de cellules du système nerveux, même si les échelles de temps et les échelles de taille ne sont pas du tout les mêmes. Voilà pour ces deux exemples. Deuxième partie, comprendre les mécanismes, des grands mécanismes in vivo de fonctionnement du système immunitaire. Et j'ai choisi de vous parler d'un exemple qui concerne l'auto-immunité. L'auto-immunité concerne un très grand nombre de pathologies courantes, de mécanismes complexes, mais il existe quelques situations rares à nouveau où les mutations d'un seul gène provoquent une susceptibilité majeure à développer dès l'enfance, ou parfois aussi à l'âge adulte, de façon continue, une pathologie auto-immune grave ou plusieurs pathologies auto-immunes. Donc à nouveau, même raisonnement, logiquement, si on est capable d'identifier ce gène défectueux, de comprendre la fonction de la protéine, on doit comprendre une étape importante des événements qui régulent l'auto-immunité. Donc il y a 4 grands mécanismes qui ont été décrits. Je ne vais pas entrer dans les détails naturellement ici, juste pour vous montrer un exemple d'une pathologie, d'un mécanisme qui est lié à l'élimination, la destruction des lymphocytes auto-immuns qui peut être perturbé. Physiologiquement, schématiquement, vous avez des lymphocytes naïfs. Naïfs, c'est vrai qu'ils n'ont jamais rencontré d'antigène, que ce soit des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Et ces lymphocytes T, si jamais ils sont capables de reconnaître un auto-antigène, un composant du soi, et nous sommes tous pleins de lymphocytes capables de reconnaître nos propres constituants, il faut le savoir, on vit avec, mais on les contrôle habituellement. On les contrôle parce que, par exemple, si c'est le cas ici, l'activation par un auto-antigène, ces cellules vont s'activer, mais elles vont exprimer à leur surface ces petits triplets noirs qui en fait correspondent à cette molécule qui s'appelle FAS et qui vont induire par interaction avec une autre molécule qui s'appelle le ligand de FAS la mort de ces cellules. Donc elles vont toutes mourir, donc il n'y aura pas de réponse auto-immune et tout va bien. Ça, on le sait aujourd'hui parce qu'une situation pathologique a été identifiée par d'autres chercheurs du laboratoire, Frédéric Fioloca et Aude Magérus, où ce système qui dépend de la molécule FAS à la surface des cellules ne fonctionne pas. Il y a une mutation du gène, donc la protéine n'est pas bien exprimée ou ne fonctionne pas, bref. Résultante, quand des lymphocytes naïfs auto-immuns sont activés, ils vont se diviser et ils ne vont pas mourir en première approximation. Ils vont s'accumuler et ils vont provoquer une maladie auto-immune. Donc vous voyez comment on peut, à partir, encore une fois, d'un modèle extrêmement simple, une maladie très rare par ailleurs, comprendre une étape clé qui fait que physiologiquement, ce genre de choses habituellement ne survient pas, sauf rare exception. Et ça permet parfois d'aller un tout petit peu plus loin, parce que ces maladies rares, et je vais vous le montrer à travers cet exemple, c'est le concept que l'étude de maladies rares monogéniques sont susceptibles d'apporter des informations physiopathologiques, voire thérapeutiques, sur des maladies plus complexes, des maladies communes complexes. Dans le cadre de ce que je discute ici, les maladies communes complexes sont les maladies auto-immunes, je sais pas, par exemple la sclérose en plaques, le lupus érythémateux, la dermatomyosite, la myasthénie, etc., etc.
Comment on peut l'imaginer ? Avec l'exemple que je vais vous indiquer dans un instant, qui aboutit à une hypothèse qui est en train d'être testée, qui est la chose suivante. On revient exactement à la même histoire. Des lymphocytes naïfs qui n'ont jamais rencontré d'antigène, qui sont spécifiques d'un auto-antigène donné, peu importe lequel. Pourquoi pas un morceau d'insuline, donc ils sont susceptibles de provoquer un diabète en détruisant les cellules du pancréas. Et on a une situation ici qui n'est ni la situation normale, ni la situation d'un patient qui a hérité d'un de ses parents d'une mutation du gène qui code pour la protéine FAS. On a une situation inhabituelle qui est qu'une fraction des cellules de ce malade porte une mutation du même gène parce qu'un événement de mutation dit somatique, donc qui survient au cours de la vie, a fait que pour certaines cellules, une cellule, puis toutes les cellules qui en descendent, parmi les lymphocytes, la protéine n'est plus exprimée normalement. Donc il y a un contingent de cellules anormales. Ce qui a montré à nouveau Frédéric Rioloca et avec l'aide d'Aude Magérus. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a une activation ? Les cellules normales bleues, elles vont en gros disparaître si elles sont autoréactives. Mais les cellules en marron qui portent la mutation, elles vont s'accumuler et donc la même pathologie survient. Mais ce n'est plus une maladie héréditaire ici, c'est une maladie acquise. Et si c'est une maladie acquise qui est liée à une sélection de cellules qui ont un avantage parce qu'elles n'expriment plus une protéine qui normalement devrait entraîner leur mort, on peut se poser la question, là on est à l'état d'hypothèse, qu'après tout, il n'est pas exclu que ce phénomène de mutation somatique, pour ce gène et quelques autres, rende compte au moins en partie de la genèse de maladies auto-immunes communes. C'est actuellement un objet de recherche au laboratoire. Donc à nouveau, l'idée ici, évidemment il ne s'agit pas que vous reteniez les détails, c'est de comprendre que l'étude de maladies extrêmement rares, ce déficit en protéines FAS, on connaît quelques centaines de malades dans le monde, pour vous donner un ordre de grandeur, peut servir à comprendre des mécanismes qui sont de beaucoup plus grande importance en médecine. Et il y en a d'autres exemples. Mon troisième point que je vais discuter, ce sera le dernier, c'est qu'à partir de ces maladies rares, on peut aussi réfléchir sur des thérapeutiques. Et on sait aujourd'hui, depuis bientôt 50 ans, c'est exactement depuis 1968, donc ça fait 46 ans, que certaines formes de ces maladies rares du système immunitaire, les déficits immunitaires héréditaires, donc qui concernent les lymphocytes T, tous les lymphocytes à droite là, mais aussi les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, cellules dites de l'immunité innée, ces maladies les plus graves peuvent être guéries par une idée assez simple, et l'application d'une idée assez simple, c'est de remplacer les cellules malades par les cellules d'un individu sain et de faire en sorte que le patient voit se développer les globules blancs adéquats qui fonctionnent, les lymphocytes T ou autres. Et ça consiste à faire ce qu'on appelle des allogreffes de moelle osseuse. Je vous rappelle que dans notre moelle osseuse, il y a les cellules souches. Donc ça veut dire qui ont une capacité d'auto-renouvellement et qui, toute notre vie, donnent naissance à tous les éléments figurés du sang. Donc l'idée a été mise en pratique en 1968 aux États-Unis, en partie grâce aux travaux de Jean Dosset en France qui a identifié les groupes tissulaires HLA, parce qu'il faut une compatibilité suffisante entre donneur et receveur pour éviter que soit qu'il y ait un rejet, soit un conflit immunologique qu'on appelle une réaction du greffon contre l'autre qui est néfaste pour le receveur. Donc ça a été un progrès très important et les premières allogreffes ont été faites dans le monde dans le cadre de ces maladies extrêmement rares parce que c'est plus simple à faire chez des individus qui n'ont pas de réponse immune, donc qui ne sont pas capables de rejeter la greffe de façon schématique. Mais ce type de thérapeutique a des limites lorsque les donneurs, il n'y a pas de donneurs compatibles dans la fratrie, par exemple, de frères ou de sœurs qui héritaient les mêmes antigènes HLA. Et ce qui nous a amené plus tard, donc on est maintenant en 1999, à réfléchir à une autre pratique thérapeutique qui consiste, puisqu'on connaît la maladie génétique, on connaît le mécanisme de la maladie, à réparer l'anomalie schématiquement, c'est-à-dire d'apporter une copie fonctionnelle du gène muté dans les précurseurs de la moelle osseuse. Donc les choses ont commencé en 1999, il est possible qu'elles s'étendent ensuite à d'autres pathologies, donc je vais vous en dire un mot. L'idée, elle vient en particulier d'un scientifique américain qui s'appelle Ted Friedman, avec en 1972, donc moi à l'époque j'étais étudiant en médecine ici, Monsieur Friedman, il a eu l'idée que peut-être la thérapie génique de maladies héréditaires monogéniques était susceptible de corriger ces maladies. Il ne savait pas trop comment faire à l'époque, il avait l'idée d'utiliser des virus pour transporter les gènes. Et il a essayé de le faire pour des maladies, mais pour lesquelles ça ne marchait pas très très bien. À titre personnel, et je le mentionne parce que je dois beaucoup à ce monsieur, j'ai entendu la première fois parler de thérapie génique très peu de temps après, alors que j'étais étudiant en médecine, en allant à un cours pour une fois, et j'allais à ces cours parce que j'appréciais beaucoup ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui s'appelait Pierre Royer, qui était un très grand pédiatre qui a travaillé à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui est mort il y a quelques années, qui était un très grand médecin, un très grand chercheur et un monsieur qui a aussi très très bien organisé
l'activité médicale dans ce contexte universitaire. Et je me souviens très bien, dans un de ces amphis ici, peut-être celui-là, c'est pas exclu, Pierre Royer parlant de thérapie génique à un moment où, vous imaginez, dans les années 70, c'était pas absolument évident de songer à ce genre de pratique, et tout simplement parce que Pierre Royer, il avait lu les écrits de Ted Friedman et quelques autres. Donc c'était une personne extrêmement clairvoyante, parce que de fait, comme vous allez le voir, cette approche s'est avérée fructueuse dans le domaine des déficits immunitaires. Il y a 2 pathologies qui ont été, à ce jour, 2 premières pathologies traitées efficacement, qui sont indiquées ici. Vous avez un schéma normal ici de la production des cellules sanguines, les cellules souches hématopoïétiques, les lymphocytes en haut, les monocytes, les polynucléaires, les globules rouges, les plaquettes, schématiquement. Ici, une première maladie liée à l'X, où il manque les lymphocytes T et également une autre catégorie de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes NK. C'est la maladie que nous avons traitée. Ensuite, d'autres chercheurs ailleurs ont traité une maladie qui s'appelle le déficit en ADA, qui est une enzyme dont la déficience provoque l'absence de lymphocytes. Donc c'est les 2 premières maladies qui ont été traitées. Et comment on fait ? Le principe est extrêmement simple. Il consiste à prélever la moelle osseuse des patients. Ça, c'est le dessin d'un enfant qui a été traité ainsi. Parmi les cellules de la moelle osseuse, de sélectionner les cellules immatures, celles qui sont intéressantes à corriger, puisqu'elles sont susceptibles de donner naissance pour toute la vie à des cellules sanguines, de cultiver ces cellules pour les faire se diviser et les infecter avec un virus qui infecte les cellules en division, un vecteur, vous allez voir ça dans une seconde. Ça prend 3 jours et on réinjecte les cellules aux malades. Et ça, c'est un travail qui doit énormément à 2 femmes remarquables, dont une est encore ici, qui s'appelle Marina Cavazzana, et quelqu'un qui est maintenant à Bicêtre, qui s'appelle Salima Hassenbey Abina, qui ont joué un rôle essentiel dans ces travaux. Et en pratique, à l'échelle de la cellule, imaginez qu'à droite, là, vous avez une cellule qui est une cellule souche, pour dire les choses rapidement, de la moelle osseuse. Donc on fabrique des virus, on modifie des virus qui existent, qui sont des rétrovirus qui physiologiquement infectent la moelle osseuse des souris. Ils ont été modifiés de tas de manières. Mais évidemment, une des choses importantes, c'est d'introduire dedans une copie normale du gène qui est déficient dans cette pathologie, de telle manière qu'en infectant les cellules avec ce virus, la pénétration des particules virales va faire que, dans le cas des rétrovirus, qui sont des virus à ARN, c'est le virus du sida, HIV est également un virus de ce type, qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui en thérapie génique, évidemment en lui enlevant toutes les propriétés dangereuses. Donc l'ARN de ce rétrovirus est rétrotranscrit par une enzyme du virus en ADN, et cet ADN est susceptible de s'intégrer dans le génome pour arriver à ce résultat-là, où schématiquement, un petit morceau du génome est composé du gène apporté par le virus, et ce gène permet, par sa transcription, d'obtenir l'ARN messager et sa traduction, la protéine, rétablir une fonction qui est l'expression d'une protéine membranaire, et espérer qu'ainsi les cellules fonctionnent et fabriquent des lymphocytes T. Donc c'est le concept qui a été mis en pratique. Et pour obtenir ce résultat, schématiquement, voici l'hématopoïèse, la fabrication des cellules sanguines chez un enfant ayant ce type de maladie. On introduit le gène, entre guillemets, thérapeutique avec ces virus. Pour conséquence, le gène est présent, s'exprime et provoque la différenciation des cellules manquantes. Donc ça, évidemment, c'est la théorie. Mais la théorie, heureusement, s'est avérée assez juste. Puis juste pour vous donner un résultat très précis, il y a 20 malades qui ont été traités ainsi entre 1999 et 2005 à peu près en France puis en Angleterre. Et vous pouvez voir que 18 de ces malades, 17 pour être exact, vivent aujourd'hui grâce à cette thérapie génique, ont des lymphocytes T qui fonctionnent parce qu'ils expriment la protéine qui était déficiente au préalable. Et que cela permet à ces enfants qui sont aujourd'hui des adolescents, c'était tout petit au moment des traitements, cette maladie se révèle dans la première année de vie. Et ils ont ainsi une qualité de vie normale. Donc c'est la première fois que de façon claire, on a pu montrer qu'une thérapie génique bénéficiait à des patients parce que le petit nombre de cellules corrigées donnait naissance à un très grand nombre de lymphocytes à longue durée de vie. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Mais il y a une moins bonne nouvelle qui montre que les choses ne sont à nouveau pas linéaires, que la médecine ne progresse pas selon un chemin tranquille au cours du temps. C'est que cette thérapeutique a été toxique, et pas une petite toxicité, puisque 5 des 20 enfants mentionnés ici ont développé une leucémie, donc évidemment une complication extrêmement grave, liée à l'utilisation du virus. Donc à la fois efficacité, mais toxicité, et toxicité évidemment inacceptable, même si, in fine, le résultat clinique est bon, puisque 17 malades sont en vie avec un recul qui atteint plus pour 15 ans et demi pour les plus anciens d'entre eux. Donc un effort de recherche supplémentaire a consisté à se dire, le raisonnement est, si cette thérapeutique est efficace, il faut essayer de la développer, mais il faut la développer de façon plus sûre. Donc si on l'a développée de façon plus sûre, il faut comprendre pourquoi elle n'était pas sûre au moment où on a commencé à l'utiliser. Donc ceci a été fait, et schématisé ici, vous retrouvez le même petit dessin que je vous ai déjà montré, de virus qui infectent des cellules.
Simplement, il y a une notion supplémentaire ici, c'est le carré rouge. Ce qu'on ne savait pas au moment où les essais thérapeutiques ont commencé en 1999, c'est que c'était de quelle manière les virus s'intègrent dans le génome. On pensait que ça se faisait au hasard. En fait, ça ne se fait pas au hasard, mais on l'a appris après. Alors, il faut savoir qu'en 1999, la séquence du génome humain n'était pas connue encore, donc on ne pouvait pas étudier le détail des lieux où les virus pouvaient s'intégrer dans le génome. Donc en fait, la réalité, c'est que ces virus s'intègrent à proximité de gènes, et notamment de gènes qui sont transcrits. Et il se trouve que dans la moelle osseuse, il y a beaucoup de gènes qu'on appelle des oncogènes, qui sont des gènes physiologiques très importants pour le développement cellulaire, mais dont la dérégulation est associée à des phénomènes de cancer. Donc ce qui s'est passé chez ces malades, ça c'est en haut, ces traits, ces dessins abscons et ces mots bizarres représentent la séquence génétique du virus, et ici en vert le gène thérapeutique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un élément qui est marqué en rectangle noir ici, qu'on appelle un enhancer. C'est une séquence d'ADN capable d'agir à distance pour activer de façon puissante l'expression de gènes. Donc cet enhancer, là, ce rectangle noir, a induit l'expression d'un oncogène à côté duquel le virus s'était inséré et a entraîné donc ce qu'on appelle la transactivation de cet oncogène et de ce fait un cancer. Donc ça a pris quelques années à comprendre cela, mais à partir du moment où on avait compris cela, ça a ouvert une voie de correction. Bon, je vais passer ça pour ne pas être trop long. La voie de correction, ça a été, c'est assez simple, c'est de retirer dans la séquence du virus la région enhancer, donc le risque a priori disparaît. Mais évidemment, il faut quand même que le gène s'exprime. Si on ne met rien d'autre, il ne s'exprimera pas, il n'y aura pas de transcription. Donc on ajoute un autre élément génétique, mais qui est beaucoup moins puissant dans l'activation de gènes, un élément appelé un promoteur. Et ce promoteur, qui est issu d'un gène, je passe les détails, permet d'avoir l'expression du gène thérapeutique, IL2RG, c'est le bon gène, mais sans la transactivation. Donc même si le virus se place à côté de l'oncogène, ce qu'il continue à faire, il ne va plus transactiver l'oncogène, et donc a priori, le phénomène pathologique va disparaître. De fait, ça semble juste, parce que si on met ensemble toute une série d'essais cliniques qui ont été faits ici et ailleurs, alors qu'avant, le risque leucémique était important, vous voyez la moitié des malades ici, heureusement tous ne mouraient pas, mais quelques-uns malheureusement sont décédés. Dans des nouveaux essais thérapeutiques pour plusieurs maladies, 33 malades dans les premiers cas, vous voyez qu'il y a 0 cas de leucémie. Là, la courbe reste à 100%, ce qui est évidemment encourageant, et la différence entre ces deux courbes est très significative, qui montre que les nouveaux vecteurs, fondés sur le raisonnement que je viens d'indiquer, sont plus sûrs et permettent d'envisager aujourd'hui d'étendre l'extension de ces thérapeutiques à d'autres maladies du système immunitaire, mais aussi par exemple aux maladies de l'hémoglobine, drépanocytose, bêta-thalassémie, à d'autres maladies, et ont aussi des applications avec des stratégies un peu différentes pour traiter d'autres maladies génétiques de l'œil, du foie, des muscles, et aussi, dans certains cas, certaines formes de cancer. Avant de finir, j'ai encore le temps là, tu me dis quand je m'arrête. Juste quand même, c'est pas inintéressant d'en revenir un instant en arrière, c'est la perception scientifique, et je dirais plutôt que scientifique, parascientifique, des médias de la science à ce genre de choses. Quand sont survenues ces complications leucémiques, ça se passe en 2002-2003, le journal Nature, que j'ai déjà cité tout à l'heure, je l'ai cité avec sympathie parce qu'il a bien voulu publier un de mes papiers, mais là je le cite avec beaucoup moins de sympathie parce que vous pouvez voir qu'en 2003, une dame que je connais, qui est une journaliste scientifique qui travaille à Washington, qui s'appelle Erika Tchek, qui écrit toujours dans Nature, a écrit ce magnifique petit papier. Vous pouvez lire le titre, ça suffira. Cancer Fears Cast Doubts on Future of Gene Therapy. En gros, cet article dit la thérapie génique est morte, ça donne des cancers oubliés. Tout en nuances. Et le même journal, 6 ans plus tard, quand les nouveaux essais sont apparus avec les nouveaux vecteurs, change d'avis, dit Gene Therapy deserves a fresh chance. Donc c'est assez intéressant de voir que des journaux extrêmement sérieux, en science, on ne peut pas imaginer un journal plus sérieux que Nature ou son confrère américain Science, sont capables de dire d'énormes âneries. Il faut avoir ça en tête. Je pense que bien au-delà évidemment c'est un tout petit peu caricatural, encore que ce n'est pas absolument plaisant de lire ce genre de papier quand ça concerne ses propres travaux, je peux vous dire. Mais néanmoins, il faut savoir aussi prendre une certaine distance et surtout, pour être sérieux un instant, avoir un esprit critique à l'égard de tout ce qui est écrit par nos collègues, par nous-mêmes et a fortiori par des personnes qui gravitent autour du milieu scientifique, même s'ils sont parfois excellents, que sont des journalistes scientifiques. Donc l'esprit critique en médecine, en sciences, c'est très très bien. J'ai presque fini. Qu'est-ce que je vais encore vous raconter? Que les choses sont évidemment plus compliquées. Ouais, on va passer ça, parce que je n'ai pas le temps. Tout ce que je vous ai raconté là, il ne faut pas que vous l'oubliez, est fondé sur un point de départ qui est de considérer une toute petite fraction de la médecine qui concerne les maladies rares monogéniques.
Et évidemment, vous le savez très très bien, l'immense majorité des maladies sont complexes, n'ont pas un déterminisme simple, et donc sont beaucoup plus difficiles à appréhender et à traiter. Et il ne faut pas oublier, si on veut aujourd'hui commencer à faire de la science, j'espère que ça sera le cas d'un certain nombre d'entre vous, il ne faut pas mésestimer, il faut la connaître et après aborder les questions de façon adaptée, la complexité du monde du vivant et de la biologie humaine. Juste quelques chiffres pour que vous ayez ces notions en tête. Dans chacune de nos cellules, il y a 22 000 gènes. Okay, un gène muté dans les maladies héréditaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour une cellule donnée, à un moment donné, plusieurs milliers de ces gènes sont actifs, c'est-à-dire sont transcrits en ARN messager, mais pas tous. Et ce n'est pas pareil dans une cellule à l'autre. Nous avons dans notre génome environ 1 million d'éléments régulateurs type enhancer, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la leucémogenèse observée dans quelques malades traités par thérapie génique. Donc 1 million d'éléments régulateurs puissants de la transcription des gènes. Il y a au moins 11 classes d'ARN différents qui sont régulateurs, codants, je n'entre pas dans les détails. Tout ça, ça donne naissance à plus de 100 000 protéines. Parce qu'un gène donne naissance à plus d'une protéine par épissage alternatif, par des modifications secondaires. Et tout ça est inclus dans 10 puissance 13 cellules, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, 200 types cellulaires différents, dont au cours du temps, les propriétés changent naturellement. Même si on reste dans le système immunitaire, entre un lymphocyte B au repos et un plasmocyte qui produit des immunoglobulines, il y a des changements absolument massifs. Et ce qui est vrai pour les lymphocytes est naturellement vrai pour plein d'autres cellules de l'organisme. Et puis nous ne sommes pas tout seuls, j'ai déjà dit, 10 puissance 14 bactéries, plus de 10 puissance 15 virus. Donc si on veut raisonner en physiologie, en physiopathologie des maladies complexes, on ne peut pas oublier ces notions. Et on ne peut pas non plus oublier que l'homme est l'homme. Donc d'une part, il vit longtemps, donc ses caractéristiques environnementales changent. L'environnement d'un enfant de 5 ans et la nutrition d'un enfant de 5 ans, a fortiori s'il est encore plus petit, n'a rien à voir avec la nutrition, entre autres, et l'environnement d'une personne de 70 ans. Et puis l'homme est l'homme, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui n'est pas toujours rationnel, je l'évoquais tout à l'heure en ce qui concerne les vaccinations, soit à titre individuel, soit en termes de groupe. Donc le corollaire de tout ça, c'est que si on veut essayer d'avancer raisonnablement, progresser en médecine et en sciences d'une manière générale, en biologie humaine, il faut intégrer toutes ces notions et avoir une approche que l'on appelle aujourd'hui systémique, pour lesquelles on est capable de définir des outils qui permettent de quantifier, par exemple, l'ensemble des ARN messagers qui sont présents dans une cellule à un moment donné, ou les protéines, ou les métabolites. On peut intégrer progressivement un très grand nombre de données. C'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. L'analyse en pathologie n'est pas simple. Il faut aussi être capable de manier un très grand nombre de données, donc avoir des notions d'algorithmique, d'informatique adaptées à ces affaires. Mais ce n'est qu'ainsi qu'on progressera vers une médecine plus précise adaptée aux différentes pathologies complexes. Une image, vraiment une image de cela, je reviendrai là-dessus après, c'est par exemple ce que dit un chercheur américain, limite science-fiction, qui s'appelle M. Topol, qui dirigeait un institut à San Diego. C'est qu'on peut imaginer, si on prend une vision googlesque de la médecine et de la biologie humaine, pour un individu donné, on peut imaginer un jour d'être capable d'avoir une espèce de carte de toutes les substances toxiques auxquelles il était exposé dans sa vie, la carte des modifications de son génome, ce qu'on appelle l'épigénétique, donc la modification de la chromatine qui fait que des gènes sont exprimés ou pas exprimés, son microbiome, donc quels sont les microbes qui sont présents dans son intestin, ses poumons, sa peau, etc. Ses métabolites, ses protéines, les ARN messagers, son génome, c'est la moindre des choses, avoir des images très précises de l'ensemble de son corps, et aussi d'envisager les aspects sociaux que j'ai évoqués tout à fait à la fin. Et à la limite, en espèce de science-fiction un peu délirante, mais pas totalement, on peut imaginer d'intégrer l'ensemble de ces facteurs pour arriver à une compréhension approfondie de la biologie humaine et donc de la pathologie de la biologie humaine. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'en tout état de cause, même si dans certains cas on peut commencer à envisager une vision systémique globale de telle ou telle problématique biologique, on ne peut jamais éviter, et il faut garder ça en tête, parfois certains de mes collègues l'oublient, ceux qui sont engagés dans ces travaux, c'est qu'il faut remonter à l'expérimentation et montrer que tel ou tel facteur modifié, etc., joue un rôle, et donc avoir un système expérimental pour tester une hypothèse. Ce fondement absolument essentiel tel qu'il a été en gros conçu au XIXe siècle reste totalement juste, même dans une vision méga science, big data de la médecine telle qu'elle pourrait être demain si on arrive à faire ce genre de choses. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, même si j'avais d'autres trucs à dire, mais il y a un moment où ça suffit. Juste vous dire que ce type de travaux ne peut pas être mené tout seul.
que par définition, ce n'est pas une image, c'est une réalité absolue. Ce sont des équipes de gens motivés, des médecins, des scientifiques non médecins, des qui sont un peu des deux, des qui ont des formations de mathématiciens, de chimistes, qui travaillent ensemble et qui arrivent à faire progresser les connaissances autour de maladies et à développer de nouvelles thérapeutiques. Donc ça, ici, vous avez l'image et les noms des personnes, les principales personnes qui ont ou travaillent aujourd'hui avec moi. J'en ai cité plusieurs au fur et à mesure de l'exposé. Le point important, c'est d'accepter de travailler en équipe, d'apporter sa compétence, de critiquer l'autre sans être désagréable, d'accepter les critiques de l'autre sans être désagréable, parce que c'est ainsi qu'on progresse. C'est à la fois curiosité, imagination et esprit critique. Si vous avez ça, vous êtes tout bon, vous allez faire des choses formidables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez sûrement plein de questions à poser. On a largement le temps, donc ne vous privez pas. Questions professionnelles, questions personnelles, questions scientifiques. Pour la thérapie génique du syndrome d'immunodéficience lié à l'X, simplement ma question c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas détecté avant que ça pouvait provoquer des leucémies? Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des expérimentations sur la souris ou... Ce n'est pas du tout une question naïve. D'ailleurs, en général, les questions naïves pseudo-naïves sont les bonnes. Évidemment, ce serait magnifique d'avoir un système où on infecte avec le virus des cellules donc souches de la moelle osseuse et ensuite on fait le tri, celles où il y aurait une insertion dangereuse du vecteur à proximité d'un oncogène, on l'élimine et on garde les bonnes. C'est votre idée. Évidemment, cette idée a traversé l'esprit des gens qui travaillent dans le domaine. C'est infaisable. C'est infaisable parce que si vous voulez le faire, il faut le faire pour chaque cellule. Si vous le faites pour chaque cellule, il va falloir que la cellule initiale se divise au moins une fois. Parce que si vous utilisez chaque cellule pour la tester et que vous la détruisez, vous avez perdu, ça ne sert plus à rien. Et vous allez le faire pour chaque cellule, donc en conservant un exemplaire de la cellule de 2 cellules filles à partir d'une division cellulaire, et pour toutes les cellules. C'est-à-dire que vous allez être obligé de faire un travail de PCR unicellulaire sur des millions de cellules simultanément dans des conditions dites GMP, c'est-à-dire de bonnes pratiques de laboratoire absolument stériles, parce qu'il n'est pas question de contaminer les cellules qu'on va injecter à des malades. Donc c'est juste pas faisable. L'idée est juste, mais elle ne peut pas être mise en pratique. Elle est trop compliquée. Et la solution, c'est soit celle que j'ai montrée, c'est de modifier les vecteurs de telle manière qu'ils n'influencent pas l'expression d'un oncogène, soit un truc, j'avais une diapo, mais je n'ai pas montré parce qu'il n'y avait pas le temps, c'est d'être encore plus élégant, si on peut. On sait le faire au laboratoire, mais pas encore en médecine pour traiter des malades. C'est de non pas d'ajouter une copie du gène, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais de réparer le gène. En gros, je prends l'image d'un garagiste. Si votre voiture est en panne, par exemple, vos 2 phares sont cassés, mettons que c'est les 2 allèles d'un gène, et vous allez chez le garagiste, il va vous flanquer le phare au sommet sur le toit de la voiture, et que ça éclaire un peu la nuit, vous direz, bon, certes, c'est pas mal, mais ce n'est pas le résultat que vous attendez du garagiste. Bon, actuellement, c'est ce qu'on fait. On n'est pas des très bons garagistes. Ce que vous attendez du garagiste, c'est qu'il vous répare le gène, le phare, dans l'exemple que j'ai pris. Et est-ce que c'est la science-fiction totale? La réponse est non. Parce qu'on connaît aujourd'hui des systèmes enzymatiques qu'on peut modifier de façon assez aisée, qui permettent de cibler l'ADN à un endroit très précis dans le génome, d'induire une cassure de l'ADN. Bon, je vais vous montrer un exemple qui n'a rien à voir, mais qui a quand même certaines similitudes avec l'AID pour les immunoglobulines. Et casser l'ADN, et ensuite, si vous apportez dans la cellule une séquence d'ADN complémentaire, vous pouvez avoir un événement qu'on appelle le recombinaison homologue. Donc, vous va se substituer au morceau d'ADN cassé où il y avait la mutation, évidemment, un morceau d'ADN comparable où il n'y a plus de mutation. On sait le faire à petite échelle dans des cellules, ça a même été fait chez la souris, donc dans un organisme vivant, mais on ne sait pas le faire à grande échelle pour l'instant. Donc l'application thérapeutique, je pense, viendra, mais pas tout de suite. Bonjour, excusez-moi. Oui. À partir du moment où vous vous êtes rendu compte que vous vouliez faire de la recherche, c'est-à-dire à quel moment et après comment est-ce que vous avez fait pour avoir les diplômes et la reconnaissance nécessaire pour vous lancer là-dedans? En fait, j'avais envie à la fois de faire de la médecine et de la recherche quand j'étais en terminale. Donc je savais à peu près je n'avais aucune idée du domaine, mais j'avais l'idée que pour moi la médecine était une discipline qui était dans mon esprit indissociable entre
la notion de soigner un malade et de comprendre sa maladie, donc de chercher. Donc effectivement, j'ai fait à peu près le parcours tel qu'on pouvait le faire à l'époque pour arriver à ce résultat. Il est mieux structuré aujourd'hui, je vais en dire un mot dans un instant. C'est qu'en fait, de mon temps, ça se passe, la première année de médecine, je l'ai faite dans l'année scolaire universitaire 67-68. Vous imaginez comment elle s'est terminée. C'était génial. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous faire bondir. Dans ma génération, il y a eu 95% d'étudiants qui sont passés de première en deuxième année de médecine. Okay, moi, le concours, je ne connais pas. D'ailleurs, je suis absolument contre le concours, on peut en discuter si vous voulez. Je ne suis pas contre une sélection, mais je suis absolument contre le concours d'entrée en médecine et incidemment contre l'examen classement national. Je le dis comme ça, si vous avez envie de me poser une question, je m'expliciterai. Mais je reviens à votre question à vous. Donc, en fait, à l'époque, on pouvait faire une première année de médecine avec une spécialisation, avec une formation fondamentale en biologie complémentaire. J'ai fait ça. Et après, pendant mes études de médecine, j'ai fait des certificats en plus à la fac des sciences. Et de mon temps, il y avait aussi un service national de l'armée que j'ai fait. Et j'ai utilisé cette année-là pour aller à la fac des sciences. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de militaires dans la salle. J'ai un peu navigué dans le système militaire pour faire des sciences plutôt que de m'occuper de médecine à l'armée. Et donc, quand j'ai fini, à ce moment-là, c'était au début de mon internat, je ne savais pas faire de recherche, mais j'avais un certain bagage théorique. J'avais fait une maîtrise de biochimie et un DEA de biochimie, génétique, immunologie. Et ensuite, j'ai essayé de combiner. Et là, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens comme Claude Grisselli, que j'ai mentionné, qui m'ont laissé faire du labo à côté de la clinique. Et surtout, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas faire à temps partiel. Si on veut faire de la recherche, il faut s'y consacrer à temps plein pendant un certain temps. Donc, il faut libérer du temps, soit avant l'internat, soit après l'internat, soit entre deux stages d'interne, pour aller au labo, en gros, faire une thèse de sciences. Donc j'ai fait à peu près l'équivalent, et en particulier, je l'ai mentionné, j'ai travaillé en Grande-Bretagne pendant un certain temps, après mon internat et avant de commencer un clinica, et après j'ai commencé à gérer mon propre laboratoire. Bon, c'était un parcours de système D total, mais un système D qui était, si on avait la conviction chevillée au corps et qu'on rencontrait des personnes compréhensibles, comme Claude Grisselli, que j'ai indiqué tout à l'heure, Pierre Royer aussi, qui m'a très bien conseillé, était faisable. Aujourd'hui, on peut le faire. Ça reste une épreuve difficile. C'est difficile parce que c'est la réalité. La médecine praticienne et la science sont deux métiers extraordinairement complémentaires, qui ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais deux métiers. Donc si vous voulez faire les deux, il faut apprendre complètement le métier de médecin. Ça veut dire vos études de médecine et puis une formation pratique à travers l'internat. Il faut apprendre complètement le métier de chercheur, c'est une formation théorique et surtout une formation à la paillasse, quel que soit votre paillasse. Votre paillasse peut être un ordinateur, comme des tubes à essai, peu importe, mais il faut passer du temps, en gros, faire une thèse de science, disons, 3-4 ans de travail, temps plein au laboratoire, vous donneront une certaine maîtrise permettant de poursuivre éventuellement. Aujourd'hui, il existe des systèmes structurés qui sont difficiles, qui prennent du temps, qui sont très sélectifs. Je pense à l'école de l'INSERM, pour ceux qui sont très motivés pour ce faire, qui permettent de combiner donc, une formation médicale et une formation scientifique. L'Université Paris-Descartes a également une formation de ce type. L'École normale supérieure en a une. Enfin, il y a quelques endroits en France, et à Paris spécifiquement, où on peut mener cette double formation. Il faut être très motivé, parce que ça prend du temps, mais à mon avis, ça en vaut la peine. C'est un métier absolument merveilleux. C'est plus un travail, c'est un plaisir continu, enfin presque continu, quand il n'y a pas trop d'administration. Mais pour tout le reste, c'est un métier absolument extraordinaire. Mais il faut être motivé, il faut être humble, parce qu'il faut comprendre que quand on est interne, jeune interne, même si on a une thèse de science et qu'on est face à un malade, la thèse de science, tout le monde autour de soi l'oublie, et c'est normal. Il faut se comporter comme un médecin compétent face à un malade. Et réciproquement, quand on est au labo et qu'on est devant son expérience avec ses petites cellules, son morceau d'ADN ou quoi que ce soit, le fait qu'on soit médecin par ailleurs, tout le monde s'en fiche autour et c'est normal. Donc il faut arriver à accepter, à écouter et être avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que soi, qui sont dans le même cycle de formation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour y arriver. Mais on peut y arriver et c'est génial, je conseille. Oui, bonjour. J'avais deux questions du coup qui rejoignent les deux questions qui viennent d'être posées. La première, c'était pour la première fois qu'en fait vous avez fait l'essai sur des humains. Comment est-ce que ça s'est passé en fait concrètement la veille par exemple dans votre tête, la nuit que vous avez passée avant la première injection de la moelle osseuse, etc. Question un peu people là. Voilà. Je pensais que vous alliez poser la question de l'éthique. Non mais ça peut en rejoindre aussi. Et du coup la deuxième, c'est au-delà de la formation, de la double formation qui peut être difficile à avoir, mais une fois qu'on l'a,
comment est-ce qu'on arriverait à concilier en fait de la clinique et de la recherche? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des équipes maintenant qui font ça en médecine translationnelle, etc. Voilà. Bon, la réponse à la question people, évidemment, on est un peu stressé, mais enfin bon, je veux dire, c'est comme tout. Face à toute situation nouvelle, on est stressé. C'est un stress positif et une excitation. Mais je réponds quand même sur l'aspect éthique qui n'est pas tout à fait négligeable. On pourrait développer assez longtemps. Dans des circonstances assez difficiles sur le plan de l'éthique. D'ailleurs, l'expérience l'a montré puisqu'on s'est en partie trompé et que malheureusement, on a généré des complications graves qui ont induit de façon légitime l'interruption pendant un temps assez long, plusieurs années, de ce type d'essais cliniques avant de reprendre aujourd'hui. Toute la discussion de l'éthique en médecine tourne autour de l'analyse bénéfice-risque. Donc à la fois bénéfice, qu'est-ce qu'on peut attendre avec les connaissances que l'on a à un moment donné, et on n'a évidemment pas toutes les connaissances de tout ce qu'on a pu faire au laboratoire, chez les petites souris, etc., qui nous laisse penser qu'il y a une chance d'un bénéfice pour le patient, et l'analyse du risque à travers à nouveau des éléments théoriques et des éléments expérimentaux. Et dans le cas présent, c'est assez intéressant d'observer qu'il y a une certaine limite à l'analyse à laquelle on a pu pratiquer, parce qu'en termes de risque, ce risque de leucémie que j'ai montré et qui était important, le concept était présent, même si on estimait que ce risque était extrêmement faible. Il a été testé chez la souris, et chez la souris, il n'observe absolument pas de leucémie. Okay, donc je pourrais éventuellement, on peut discuter, vous expliquer pourquoi, et qui montre aussi le caractère partiel de toutes les connaissances, même s'il faut essayer d'en acquérir le plus grand nombre possible, d'approfondir au maximum l'état de connaissance d'un sujet avant de passer à un essai clinique humain, mais c'est une notion très difficile. Pardon, je n'ai pas répondu tout à fait à votre question, j'ai répondu à côté, mais je pense que c'est peut-être plus important que le stress de la veille au soir. Le stress absolument extraordinaire, c'est de voir, en l'occurrence, je vais dire de façon très très précise, ça se passe fin mars 1999, les premiers signes biologiques que l'on observe, l'expression d'un gène dans les cellules du sang d'un malade. Ça, c'est assez extraordinaire. Il se passe quelque chose. Et on se dit ça. S'il se passe quelque chose, c'est qu'il va y avoir effectivement une correction de la maladie. Votre autre question donc, est complémentaire de celle de votre collègue. Une fois qu'on a une formation, comment on peut trouver sa niche dans le système pour travailler? Est-ce qu'on peut éventuellement faire à la fois de la médecine et de la recherche? La réponse est oui. C'est plus ou moins aisé pour différentes raisons. D'abord, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut repartir d'un point central, c'est qu'il y a des tas de façons de faire de la recherche. Il y a celle qui est relativement classique que j'ai menée, qui est une recherche à la paillasse, expérimentale, biologie, des petites souris, des cellules, etc. Il faut bien avoir en tête qu'il y a 1000 autres manières de faire de la recherche. On peut faire de la recherche devant des ordinateurs, à faire des travaux très sophistiqués d'épidémiologie, avec des méthodes mathématiques qui peuvent être éventuellement assez sioux. On peut être un bioinformaticien et donc être capable d'extraire de masses de données biologiques les informations, par exemple, qui sont pertinentes. On peut faire une recherche clinique, donc qui est un peu plus facile pour les cliniciens, des essais cliniques, etc., mais très solidement, très solide sur le plan méthodologique. Il y a 1000 manières de faire de la recherche qui éloignent plus ou moins du métier de la médecine pratique. Et ensuite, au sein de la médecine pratique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on est un biologiste dans un laboratoire qui est amené donc à avoir la responsabilité de dosage de tel ou tel élément utile au patient, c'est une activité très importante qui implique une grande responsabilité, une grande rigueur, mais qui est plus proche de la recherche, en tous les cas biologique classique, que ne l'est la situation d'un clinicien, médecin ou chirurgien. Donc il y a toutes sortes de circonstances différentes. Pour y arriver, il faut, au-delà de sa détermination personnelle, rencontrer les équipes, les personnes, c'est vraiment d'abord une question d'hommes, et les équipes qui permettent de le faire, c'est-à-dire qui sont suffisamment nombreuses pour que les gens puissent consacrer un temps suffisant à la recherche et puissent donc s'abstraire de la pratique médicale, qu'elle soit biologique ou clinique, pendant un certain temps, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, etc., etc. Le système, à mon avis, le meilleur est celui où, pendant des périodes de temps, mettons de quelques mois, on peut être presque complètement sorti du système médical, proprement dit, et puis ensuite y retourner d'une façon très intense. Mais ça, c'est une question de rencontre, de discussion. Il y a un certain nombre d'endroits, à mon avis, malheureusement pas assez nombreux, mais il y en a un certain nombre. On a la chance dans cette faculté d'en avoir plutôt un assez grand nombre, où de telles opportunités existent dans tous les domaines de la médecine. Ce n'est pas une réponse parfaite, mais c'est des choses qui doivent se discuter vraiment au cas par cas. Je pense qu'il est important parmi vous, pour ceux qui seraient intéressés à essayer de développer à la fois une activité de recherche en plus de vos activités de médecine, de discuter
en amont, le plus tôt possible, avec des personnes qui ont ce type d'expérience et qui peuvent vous aider au fur et à mesure. Je suis sûr que si vous demandez à votre doyen, il va vous trouver toutes les personnes qu'il faut. Je suis absolument sérieux et je suis sûr qu'il dira oui. Pour vous conseiller, non mais thématique par thématique, domaine par domaine, chaque situation est un peu différente. Mais il faut s'en préoccuper assez tôt pour arriver à être en situation ensuite de pouvoir exercer ces activités. Bonjour. Donc, moi, c'était plus du côté de la vaccination. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais l'Américain qui a publié ses résultats qui prouvaient que je ne sais plus quel vaccin causait l'autisme a avoué avoir falsifié ses résultats. Absolument. Oui, Mais voilà. il l'a avoué 20 ans après. Oui. Et le mal était fait. Et encore aujourd'hui, je vous coupe, mais encore aujourd'hui, en Grande-Bretagne, au Pays de Galles très spécifiquement, et je crois en Écosse, il y a des zones où les enfants ne sont pas vaccinés, très très peu vaccinés contre la rougeole. Donc il y a la même chose s'est passée récemment en Suisse, des recrudescences de rougeole, et la rougeole, une fois de temps en temps, est une maladie grave. Pardon, je vous coupe. Mais... Oui. Et donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui encore les campagnes de vaccination ont une grande influence sur le financement de la recherche, notamment pour les vaccins, ou s'il n'y en a pas? Je pense que ça, c'est, à mon avis, relativement découplé du financement de la recherche sur les vaccins. Parce qu'il existe aujourd'hui des modes de financement de la recherche pour créer de nouveaux vaccins à l'égard d'infections graves pour lesquelles il n'existe pas de vaccin, HIV évidemment, le paludisme et d'une manière générale les grandes pathologies parasitaires. Il y a de l'argent pour faire cette recherche aujourd'hui. Il y a de l'argent public et il y a la fondation Bill Gates investit des milliards de dollars chaque année, par exemple, sur la recherche sur la vaccination et la tuberculose, pour lequel malheureusement les vaccins existants, le BCG ne peut pas être considéré comme satisfaisant. Il y a une recherche très intense sur les vaccins. Donc la notion de recherche, et incidemment la recherche fondamentale en immunologie peut contribuer à la recherche vaccinale en comprenant des mécanismes qui ensuite peuvent être modifiés pour augmenter l'efficacité des vaccins. Mais le problème, à mon avis, n'est pas là. Enfin, il y a des problèmes scientifiques, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver des vaccins efficaces. L'expérience le montre pour le HIV, par exemple. C'est le problème de l'acceptabilité sociale des vaccins qui continue, et moi je dois dire que j'ai un peu de mal à comprendre, quand je dis un peu de mal c'est que je ne comprends pas, que 215 ans après Jenner, on est toujours confronté à des campagnes médiatiques anti-vaccins et qui parfois prennent des proportions importantes, qui entraînent des décisions politiques. Je rappelle qu'en France, en 1993, on a arrêté la pratique des vaccins contre l'hépatite B chez les adolescents âgés de 10 à 12 ans, de crainte de l'infection, de crainte de sclérose en plaques. Et on peut comprendre qu'il y ait des alertes, parce qu'il y a une ségrégation de cas qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un risque. En même temps, il est assez facile de faire des statistiques en allant voir ce qui se passe dans les autres pays et s'apercevoir que le problème n'existe pas dans les autres pays, par exemple. Et assez rapidement, on peut répondre à ces questions. Néanmoins, des décisions politiques sont prises, des décisions judiciaires. Il y a un certain nombre de personnes qui ont développé une sclérose en plaques après une vaccination contre l'hépatite B, sans qu'il y ait une relation de cause à effet, qui ont été indemnisées, l'État a dû payer, parce que les juges ont estimé qu'il y avait une relation de cause à effet. Alors que scientifiquement, ceci est totalement infondé. Donc, et les médias, à des degrés divers, mais parfois des médias tout à fait sérieux en principe, Le Monde, à titre d'exemple, j'ai rien contre Le Monde, je lis Le Monde tous les jours, mais on m'empêche que assez souvent ils m'agacent, ils sont capables d'écrire des âneries, notamment sur les vaccins. Donc il y a une difficulté probablement d'appréhension de la science, parce que de temps en temps c'est pas tout à fait simple, et ensuite de mise en exergue d'événements qui ne sont pas statistiquement fondés, donc qui ne sont pas scientifiquement fondés. Le problème, il est là, c'est l'acceptabilité par la société ou des groupes de la société de la vaccination. Et vous avez entendu j'ai entendu ça à la radio hier, le pourcentage de personnes de plus de 65 ans qui se vaccinent contre la grippe diminue chaque année en France, et on en est à moins de 50%. Alors on dit pourquoi plus de 65 ans, parce que c'est une population plus fragile, à risque. Donc il y a une vraie prévention sociétale contre la vaccination qui a pas de base rationnelle. Je vais même plus loin, parce que ça touche le secteur de santé. À mon grand désarroi, je ne sais plus quand a été la grande dernière risque de pandémie grippale en France, c'était quoi, 2009, 2010, je ne sais plus. Quand il y a eu les grandes campagnes de vaccination proposées avec le système militaire, ça n'a pas été très bien organisé, mais néanmoins, on pouvait craindre a priori une pandémie grave. Et évidemment, les populations a priori
priorité à vacciner, qu'il fallait vacciner étaient les personnels soignants, et en particulier peut-être les personnels soignants qui prenaient en charge des enfants fragiles immunodéprimés. Eh bien, malgré tout ce qu'on a pu dire les uns et les autres, parmi les infirmières du service qui étaient à l'époque sous ma responsabilité, il y a eu 20% d'infirmières qui se sont fait vacciner. Okay. Et quoi qu'on leur dise, et on a discuté longtemps avec elles, elles avaient le sentiment qu'on leur imposait quelque chose qui n'était pas fondé et qui était une espèce de règle générale collective qui n'avait pas lieu d'être. Et c'est assez dur d'être confronté à quand même une incommunicabilité, il faut dire les choses, et un échec grave. Heureusement, il n'a pas eu de conséquences, mais si cette pandémie grippale avait été aussi sévère que la grippe espagnole d'après la Première Guerre mondiale, je rappelle qu'elle a tué plus de monde que la guerre elle-même, les choses se seraient beaucoup moins bien passées. J'ai une question un petit peu pessimiste, enfin, c'est plus de l'éthique. Vous êtes un des pionniers de la thérapie génique et ce serait vraiment bien que ça se développe, mais est-ce que vous voyez des dérives possibles de cette thérapie dans l'avenir? Est-ce que vous levez la nuit parfois et vous vous dites non mais si quelqu'un de très intelligent mais de mal intentionné tombe sur mes plans, il peut faire quelque chose de mal avec? Ça n'a absolument rien de spécifique à la thérapie génique. Ça, c'est les dérives possibles des progrès de la science, ça existe dans tous les domaines, que ce soit la biologie, la médecine ou dans d'autres domaines. Hein. Ok, mais je globalise le problème. Alors le risque existe, notamment dans le domaine du dopage sportif. Et de fait, le Comité international olympique a créé un groupe de travail qui réfléchit aux moyens de dépister d'éventuels dopages par thérapie génique. Le truc évident, ce serait de mettre le gène de l'érythropoïétine sous le contrôle d'un promoteur régulable, de faire que de temps en temps, en injectant un médicament, on fait que les sportifs produisent un peu d'érythropoïétine qui vont les aider, évidemment, s'ils sont cyclistes ou athlètes, etc. etc. C'est techniquement faisable. Aujourd'hui, on saurait faire ça. L'important, alors, est-ce qu'en soi, le fait que ce risque existe doit bloquer tout progrès de la médecine? À mon avis, non. La façon d'avancer, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même raisonnablement faisable, c'est la régulation. C'est le fait que, par définition, pour pouvoir mener ce type de recherche et de recherche thérapeutique, thérapie génique, pas du dopage, qui n'est pas une thérapeutique, il faut un encadrement des pratiques, ça veut dire qu'il faut des autorisations. Le système en France est plutôt sur ce plan assez efficace, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire quelque essai thérapeutique que ce soit, mais a fortiori dans le domaine de la thérapie génique, il faut obtenir des autorisations de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, du comité d'éthique et de quelques autres comités dont je vous passe. Donc les choses sont plutôt bien encadrées, ce qui ne veut pas dire que le risque est zéro, mais c'est la responsabilité d'une société d'organiser les choses de telle manière que d'éventuels progrès puissent bénéficier en médecine lorsque cela est justifié et d'éviter autant que faire se peut des utilisations abusives. Bonjour. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'un domaine qui est en pleine expansion, qui est le rôle du microbiote intestinal dans le calibrage de notre immunité. Est-ce que comme ça, vous avez d'autres secteurs qui vous pensez sont des secteurs d'avenir et dans lesquels... Enfin, c'est un peu une question, voilà, c'est un peu compliqué de répondre et c'est plus simple de le faire a posteriori que maintenant, mais vous pourriez dire, voilà, vous êtes des jeunes étudiants en médecine, ces secteurs-là, allez-y, vous pensez comme quand vous étiez interne, qui sont porteurs d'avenir et qu'il y a des choses à trouver et que, voilà. Ma réponse objective, c'est dire évidemment le secteur dans lequel il faut aller, c'est l'immunologie. Une fois que j'ai dit ça, tout est intéressant. Il n'y a pas de domaine de la médecine, si on raisonne strictement autour de la santé et de la médecine. On peut aller au-delà de la médecine en termes de santé. Tout est intéressant et il n'y a aucune raison de penser qu'on ne fera pas des progrès à des vitesses variées, avec des sauts conceptuels, des ruptures dans tel ou tel domaine. Et pour ce qui me concerne, je n'ai pas commencé à travailler en immunologie parce que j'avais une idée a priori de faire l'immunologie, c'est parce que j'ai rencontré des gens, j'ai mentionné leur nom, qui étaient captivants, ce qu'ils faisaient était séduisant et qui disaient oui, c'est ça que je veux faire. Et 99 fois sur 100, je pense, c'est comme ça que les choses se passent. C'est pas, on a l'idée a priori, je veux absolument faire la cardiologie, je ne sais pas, comprendre comment le cœur se développe, je veux faire des neurosciences et comprendre les connexions des réseaux de neurones, etc. Ou je veux faire de la microbiologie. J'ai rencontré une personne qui m'a attiré dans cette discipline. Bon, cela dit, ayant dit tout ça, quand même, je dois admettre, même si c'est à mon corps défendant, parce que ce n'est pas l'immunologie, je pense quand même que les neurosciences sont un champ
Bon, je suis obligé d'admettre que vu l'importance du cerveau, qu'on ne peut pas ne pas considérer l'intérêt des neurosciences vu l'énormité du champ biologique qu'il représente et la plus grande encore énormité des pathologies qui sont celles du cerveau, que ce soit les pathologies neurologiques ou les pathologies psychiatriques, pour lesquelles malheureusement la médecine est encore assez désarmée. Je suis obligé d'admettre cela, mais l'immunologie reste formidable. Une dernière pour la route. Bonjour, Philippe Vanès, je suis professeur de médecine générale émérite dans cette faculté. Je voulais vous poser une question, c'est n'y a-t-il pas un risque à travailler sur l'infiniment petit, sur le génétique, d'oublier que la maladie n'est pas seulement liée à une problématique génétique, mais qu'elle est aussi liée à une problématique économique, sociale, comme vous en avez parlé tout à l'heure, en particulier au niveau de l'épigénétique, qui peut être beaucoup plus globale. Je pense que si on raisonne convenablement, qu'on a reçu une bonne formation médicale dans une très bonne faculté, en principe, on doit être à l'abri de ce type de risque et de mettre les choses en proportion de ce qu'elles sont. Mais en même temps, comme vous dites, l'infiniment petit est également incontournable, parce que le génome est une part importante de nous-mêmes, et donc une part importante du déterminisme des maladies, même celles qui ne sont pas monogéniques, puisqu'on sait qu'il y a des facteurs de susceptibilité, comme vous savez, pour à peu près toutes les maladies qui sont d'ordre génétique, même s'ils sont des facteurs faibles. Et évidemment, l'étude de l'interaction entre le génome et l'environnement est en soi un sujet passionnant qui est totalement transversal de toute la médecine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le 19 janvier. Mille merci à Alain d'avoir accepté cette invitation et d'ouvrir cette série. Merci à vous pour votre présence, pour vos questions. Franchement, elles étaient pas mal. Revenez encore plus nombreux. Faites de la publicité autour de cette manifestation pour le 19 janvier. Revenez avec des questions préparées, pas préparées. Elles sont toutes bonnes, elles seront toutes prises. Bonne soirée, à bientôt.